pourtant paraissent semblables. Mais l'un d'entre eux est une étoile située à une centaine d'années-lumière d'ici, tandis que l'autre est un quasar qui se trouve à 9 milliards d'années-lumière. Comme pour les pulsars, quand les astronomes découvrirent les quasars, ils pensèrent qu'il s'agissait de puissantes sources d'ondes radio. Le tout premier fut nommé 3C273. Que signifie 3C273? Le radiotélescope de Cambridge a établi un catalogue des sources radiolumineuses visibles dans le ciel. Et nous sommes ici dans le troisième catalogue de Cambridge, d'où 3C et le numéro 273 est celui d'une source radiolumineuse. Quand les télescopes optiques étaient pointés dans cette direction, ils ne voyaient qu'une étoile. Ensuite, on s'est rendu compte que cet objet était beaucoup plus éloigné. Il était à plus d'1 milliard d'années-lumière. Cela signifiait que sa vraie puissance, la quantité d'énergie qu'il émettait à chaque seconde, était énorme. Il fallait être rudement puissant pour avoir l'air aussi lumineux, tout en étant si loin. Qu'est-ce qu'il pouvait bien être? C'est ainsi qu'on a identifié 3C273 comme une étoile lumineuse bleutée. Celle-ci ressemble à une étoile, mais n'émettent généralement pas d'ondes radio. On les a nommées radiosources quasi-stellaires. Radiosource quasi-stellaire est un mot beaucoup trop long. On l'a donc contracté en quasar. Est-ce que ce n'est pas joli comme nom? Quasar est vraiment un nom formidable. Il implique quelque chose d'exotique et d'inhabituel, comme le sont vraiment ces objets. Ce sont des gigantesques trous noirs qui avalent toute la matière qui les entoure. Ils irradient une énorme quantité de lumière que l'on voit d'à peu près partout dans l'univers. Le trou noir consume les gaz galactiques qui sont à l'intérieur du quasar. Il est si vorace que les astronomes lui ont donné un surnom effrayant. Les trous noirs à l'intérieur des quasars sont souvent appelés les monstres, car ils sont vraiment massifs. Ils font 1 million à 1 milliard de fois la taille de notre Soleil et dévorent la matière qui est autour d'eux. Ils se comportent comme des monstres. On dit du quasar qu'il est alimenté par le trou noir au centre d'une galaxie. Mais il y a une contradiction dans l'idée qu'un objet aussi lumineux puisse être aussi sombre. Nous savons que les trous noirs sont des objets tellement denses et massifs qu'ils sont dotés d'une force gravitationnelle tellement forte que même la lumière ne peut leur échapper. Alors comment les trous noirs peuvent-ils faire fonctionner quoi que ce soit? Eh bien, lorsque les gaz sont aspirés par le trou noir, ils émettent de l'énergie avant de se faire avaler. Une fois aspirés, ils n'existent plus. Ce phénomène est produit par la friction. Si je prends mes mains et que je les frotte très vite l'une contre l'autre, cela produit beaucoup de chaleur. Quand le matériau est aspiré par la spirale du trou noir, il se frotte contre lui-même et se déplace à très haute vitesse. Dans le cas d'un quasar, on a des gaz qui se frottent les uns aux autres et se déplacent à de très grandes vitesses. Ainsi, ils élèvent leur chaleur jusqu'à des millions de degrés, ce qui peut générer une luminosité très puissante. Les astronomes sont convaincus qu'il existe des trous noirs géants au centre de toutes les galaxies. Dans ce cas, pourquoi n'y a-t-il pas de quasar au centre de toutes les galaxies? Pour avoir un quasar, on a besoin de 2 éléments. Il faut qu'il y ait un énorme trou noir au centre de la galaxie et une source d'approvisionnement en gaz aspirée par le trou noir. S'il n'y a pas assez de matériaux alentour, si le trou noir a épuisé tout ce qui pouvait le nourrir, il n'y a aucun rayonnement, rien ne brille, et il n'y a pas de quasar lumineux. Il existe donc, sans doute, des trous noirs au centre de la plupart des galaxies, mais s'il n'y a pas de carburant, il ne peut pas y avoir de quasar. Mais dans certaines conditions, un quasar peut s'enflammer de nouveau longtemps après l'épuisement du gaz au centre de la galaxie. Et une façon d'y parvenir est d'avoir une collision entre 2 galaxies. On sait qu'elles peuvent s'entrechoquer et que, quand cela se produit, cela crée un grand fracas cosmique qui mène le matériau au centre de la galaxie. Ce scénario pourrait se produire dans notre galaxie, la Voie lactée. Elle se trouve sur une trajectoire qui pourrait l'amener à entrer en collision avec Andromède, la galaxie spirale géante qui s'avoisine.
Dans 5 ou 6 milliards d'années, quand la galaxie d'Andromède commencera à fusionner avec la Voie lactée, il est possible qu'une quantité suffisante de gaz soit propulsée vers le centre de trous noirs supermassifs et qu'elle se transforme en quasar. La galaxie d'Andromède sera sans doute la plus lumineuse des deux quasars, car elle possède un trou noir plus vaste que celui de la Voie lactée. Si Andromède se transforme en quasar en fusionnant avec la Voie lactée, il est possible que sa luminosité soit comparable à celle de la pleine Lune, alors qu'elle est située à 10 000 années-lumière. Même si nous n'étions qu'à 10 000 années-lumière, nous ne verrions pas le disque du quasar d'Andromède, comme nous pouvons voir la pleine Lune. Nous verrions plutôt une étoile, extrêmement lumineuse, qui vacillerait selon les changements atmosphériques, comme toutes les étoiles. Mais de façon étonnante, si un quasar se formait au centre de notre galaxie, nous ne le verrions pas. Aussi lumineux qu'il puisse être, il y a tellement de poussière entre la Terre et le noyau galactique que la lumière du quasar nous serait cachée, tandis qu'Andromède illuminerait le ciel. Si nous avions un jour un quasar dans notre galaxie, il pourrait prendre toutes sortes de formes différentes. Certains bombardent l'espace de jets astrophysiques, et leur nom fait penser à une créature mythique. C'est le cas du blazar ou du dragon. Leur histoire nous entraîne dans une épopée cosmique qui nous fait remonter à l'origine du temps et découvrir comment les quasars ont contribué à la construction de l'univers. En 50 années de recherche, les astronomes ont découvert près d'1 million de quasars répartis dans tout l'univers. Et ils se sont aperçus qu'ils revêtaient une grande variété de formes. Un quasar ne correspond qu'à une seule famille d'objets, nommés noyaux actifs de galaxies, qui sont tous alimentés par l'aspiration de matériaux par les trous noirs situés au centre des galaxies. La vitesse à laquelle ces trous noirs sont capables d'avaler la lumière au centre des galaxies est très variable. Ceux qui brillent de façon moins éclatante ne sont pas appelés quasars, mais noyaux actifs de galaxies. L'une des caractéristiques les plus étranges des noyaux actifs de galaxies sont les jets de matière à grande vitesse émis par certains d'entre eux. 3C273, le premier quasar que l'on ait découvert, possède un de ces jets. Il n'apparaît que de façon très ténue dans une image optique, mais devient plus vif lorsqu'on l'observe aux rayons X, aux infrarouges et aux radiotélescopes. Les jets de quasars sont des mystères astronomiques. Durant des années, les spécialistes se sont creusés le cerveau pour comprendre exactement comment ils étaient produits. Comme pour les pulsars, une roue de vélo en rotation illustre les forces en action. Un rayon vertical représente la ligne de force dans le champ magnétique du quasar. Les jets d'un quasar ont sans doute besoin de deux éléments pour se former. Il faut un disque de gaz qui tourne autour du trou noir et des lignes de champ magnétique ancrées au disque. Voici comment on pense que cela marche. Les particules chargées aiment les lignes de champ magnétique. Ainsi, les particules sont liées au champ. À mesure qu'elles tournent, elles sont soufflées vers le haut, loin du disque. Finalement, la ligne de champ va aussi se retourner et concentrer la matière en une colonne que les astronomes appellent un jet astrophysique. Les particules chargées du jet se déplacent à grande vitesse et sont visibles à de grandes distances. On dirait que le quasar tente de se faire remarquer, de se faire de la pub, comme un commerçant pourrait le faire sur Terre. Ce gadget publicitaire se nomme un danseur d'air. Sur Terre, il attire notre attention comme le font les jets de quasars. Il fonctionne de la même manière. L'ondulation du tissu fonctionne comme le champ magnétique tordu généré par le quasar. L'air à l'intérieur suit les parois du tissu, comme les particules chargées suivent les lignes de champ magnétique dans un quasar. La grande différence est qu'ici, l'air circule à 80 ou 100 km/h. Dans le jet d'un quasar, les particules se déplacent presque à la vitesse de la lumière. La démonstration du danseur d'air ne s'étend qu'à 1,60 m de sa source d'énergie.
Le jet qui sort d'un quasar ou d'un autre noyau actif de galaxie s'étire loin dans l'espace, où il peut se transformer en un phénomène étonnant que les astronomes appellent un dragon. Dragon désigne une double radiosource combinée avec un noyau actif de galaxie. C'est un terme un peu long, mais quand on voit ces images, il prend tout son sens. Les dragons sont formés par ces jets de matériaux projetés par les trous noirs au centre des galaxies qui entrent en collision avec le milieu galactique et forment ces lobes et ces zones chaudes qui peuvent s'étendre sur des distances plus vastes que la galaxie même. La taille d'un dragon est à couper le souffle. Il mesure en moyenne 1,5 million d'années-lumière. C'est beaucoup plus vaste que la galaxie qui les produit. Si le noyau galactique était réduit à la taille de ce ballon de basket, la taille du dragon d'un lobe radio serait absolument gigantesque. Il ferait environ la taille de la Terre. La plupart des dragons sont liés à des cousins des quasars que l'on nomme radiogalaxies, car ce sont de puissantes sources d'ondes radio. Mais d'autres membres de cette famille, les blazars, sont des objets très rapides, dont les jets sont pointés presque directement dans notre champ de vision, ce qui les rend incroyablement brillants. Et notre champ de vision nous conduit à la plus incroyable des découvertes à propos des blazars, quasars et autres radiogalaxies. Qui aurait cru que ces monstres soient finalement tous semblables? Aujourd'hui, en étudiant toutes ces formes de noyaux actifs de galaxies, on se rend compte qu'ils sont tous similaires, mais qu'on les voit sous un angle différent. Ce qui est important, c'est l'angle de vue ou l'angle du jet de matériaux en fonction de celui sous lequel on le voit. Les centres des galaxies actives sont très lumineux, mais on pourrait ne pas s'en apercevoir, car la matière lumineuse de leur noyau peut être partiellement ou totalement cachée. Le matériau que l'on voit est enveloppé par une sorte d'anneau de matière. Celui-ci est constitué de gaz, de poussière et de nuages qui peuvent empêcher la lumière de s'échapper de la région centrale, qui en est la partie active. Dans une radiogalaxie, l'anneau nous empêche de voir le noyau central. Mais dans le cas d'un quasar, on regarde dans le trou de l'anneau, ce qui nous permet de voir le matériau jusqu'autour du trou noir. Et c'est le quasar. Si le jet de quasar est pointé vers nous, il nous apparaît extrêmement lumineux. Et c'est ce que l'on appelle un blazar. Mais ces trois objets sont la même chose. La seule différence est notre point de vue. Ils ont toutefois une autre chose en commun, leur éloignement. Ce qui nous a choqués à propos des quasars, c'est la distance considérable à laquelle ils se trouvent. Ils sont tellement lumineux et apparaissent tellement brillants qu'ils doivent être de vrais monstres. Mais pourquoi n'y en a-t-il pas près de nous? Le quasar le plus proche est à 2 milliards d'années-lumière et le plus éloigné à 13 milliards d'années-lumière de la Terre. La plupart des quasars sont très éloignés, ce qui signifie que ce que nous observons date d'il y a très longtemps, quand l'univers était encore très jeune. Les quasars semblent être des habitants du jeune univers. Les galaxies, au moment de leur formation, semblent avoir produit ces trous noirs. Ceux-ci avaient beaucoup de matériaux avalés, si bien qu'ils ont brillé en donnant naissance aux quasars. Les premiers quasars sont nés peu après le Big Bang. Cela laisse entendre qu'ils ont joué un rôle important lors de la création de l'univers. Il est possible que ces trous noirs supermassifs, que nous appelons quasars, fassent partie du processus qui a donné naissance aux structures de l'univers. On ne comprend pas encore totalement ce processus. Comme la plupart des quasars datent d'un lointain passé, nous les étudions avec intensité en espérant qu'ils nous apporteront encore quelques lumières sur les origines du cosmos. Les premiers trous noirs géants font peut-être partie des outils qui ont permis de construire les galaxies
et de donner forme au chaos de gaz primitif qui est devenu ce que nous appelons l'univers.